Souvent, on me dit, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Et je dis toujours, je n'ai pas d'enfant. Avec cette approche de la fourmi, où tous les jours, tu fais un petit peu quelque chose. Dès que je fais un marathon avec un cheval, je le démarre. Absolument. Et on a des tendinites du pouce. Parce que ces tendinites, elles viennent du temps passé à faire des textos. L'obésité, elle est en explosion en France. Explosion totale. x3 chez les jeunes entre 18 et 24 ans sur les 25 dernières années. Ils sont beaucoup trop sédentaires. Ça démarre avec du coup Alex Dana. Je suis trop content qu'on se voit enfin dans le podcast, que là je vais bientôt fêter les 3 ans. Et je pense que ça fait quand même pas mal de fois, à chaque fois que régulièrement je te dis est-ce que tu es à Paris, on peut le faire, est-ce que tu es à Paris? Et à chaque fois c'est pas le cas, parce que nous on s'était rencontrés il y a, je pense en vrai il y a 3 ans, hein, lors d'un mastermind que tu avais organisé avec Live Mentor, évidemment, que tout le monde connaît, et où tu m'avais demandé d'être mentor. Moi je l'avais jamais fait, mais j'avais accepté parce que déjà c'était quand même bien payé. Et puis moi j'étais en pleine reconversion. Je passais un peu de ma vie de textile à ma nouvelle vie, un peu où je commençais à créer du contenu, à parler en public, à changer de ma vie d'entrepreneur. Et donc du coup tu as fait partie de ceux qui m'ont aidé dans cette transition. Je pense qu'on en reparlera, parce que c'était quand même assez épique. C'était une mastermind. belle expérience, ouais. Très, Ouais. très belle expérience. On avait 50 entrepreneurs accompagnés, et on les accompagnait à 3 avec toi. Moi, j'en avais 11, je crois, c'est ça, ouais. Et du coup, sympa. même avec un off-site complètement dingue où j'ai même craché du feu. Enfin bref, c'était assez dingue, donc très cool qu'on puisse se voir. Est-ce que je fais la classique, tu te présentes, D'ailleurs, comment tu te présentes, toi, quand on te le demande, un event pro ou un event perso ou quoi? Moi, j'ai un souci, je suis assez hyperactif. Donc c'est difficile pour moi d'avoir la même présentation au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année. La manière dont je me présente aujourd'hui, c'est de commencer par le travail que j'ai fait sur ce livre qui s'appelle L'Achètes-tu. Ça fait 2 ans que j'enquête sur le phénomène de la sédentarité, donc le temps qu'on passe assis sur des chaises, avec un co-auteur qui s'appelle Victor Fersing. Et le résultat de cette enquête, on l'a mis dans un livre qui vient d'être publié aux éditions Erol. Dont j'ai récupéré le premier exemplaire ce matin. Je suis très, très ému. Et derrière ce livre, il y a peut-être le fil conducteur de mes activités de ces dernières années. Je me suis de plus en plus intéressé pour les sujets de santé. Ouais. J'ai créé il y a près de 15 ans un organisme de formation que tu as mentionné, donc Live Mentor, qui accompagne des créateurs et des créatrices d'entreprises. Au fil des accompagnements, je me suis rendu compte de l'importance de la santé. Ça semble totalement trivial, mais dans les formations à l'entrepreneuriat, dans les formations à la création d'entreprise, on n'en parle jamais. C'est ce qui m'avait marqué, moi aussi, hein. Franchement, pour avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs pour la première fois à ce moment-là avec toi. En fait, de ce moment-là, alors là, c'est peut-être pas le sujet de ce livre-là, mais c'était même en fait aussi tous les soucis psychologiques, mentaux, toutes les barrières et tous les problèmes de solitude ou quoi. Enfin, tu vois en fait que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas un métier comme les autres, quoi. C'est à la fois des enjeux sur l'entreprise, se faire connaître, structurer un modèle économique, etc. Et puis c'est des enjeux sur la personne qui est derrière le projet, qui sont des enjeux effectivement de bien-être, de santé. Et en ayant vu passer plus de 35 000 personnes dans les formations Live Mentor, ça m'a donné de plus en plus la conviction qu'il fallait s'intéresser à ces sujets de santé. J'ai commencé à travailler pour un podcast qui s'appelle Métamorphose, créé par mon ami Anne Guéquier, que j'adore et pour qui j'ai une gratitude infinie. Vous êtes co-host, hein, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe qui réalise des interviews pour le podcast Métamorphose. On est 3 cette saison. Et d'ailleurs, tu tournes juste à côté, également chez Podspace, rue des Jeuneurs. Alors que là, Oui. on est rue Montmartre. Là. Oui, je tourne souvent à côté. Et donc, via ce podcast, j'ai pu rencontrer plein de spécialistes de santé, dont certains que j'ai interviewés dans le cadre de l'enquête pour l'Achètes-tu, des cardiologues, des neurologues, des psychologues. J'ai aussi racheté une maison d'édition de carnet de méthodologie qui s'appelle 2359, qui me permet aussi de creuser le sujet de l'attention. Notre capacité à avoir de l'attention, elle est en chute libre à cause des réseaux sociaux, à cause de notifications, à cause de notre environnement. Et donc, utiliser un objet aussi trivial qu'un carnet pour prendre des notes, poser ses réflexions par écrit,
en fait, c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc voilà la présentation que je peux te donner. Je dirais que le fil conducteur de mes 3-4 dernières années, c'est d'essayer de créer des ponts entre différents mondes, et je suis ravi, d'avoir, pu, hem, aboutir à cette réflexion via ce livre. Bah, écoute, de toute façon, là, ça nous fait 1 million de sujets parce que Live Mentor, je pense qu'on va pas y revenir, comment tu l'as monté ou quoi. Tu es intervenu dans plein de podcasts où tu expliques l'histoire. Donc, notamment, franchement, je vous invite à écouter celui que tu avais fait chez Matt Stéphanie où tu racontes Mmh. vraiment toute la genèse. Pour celles et ceux peut-être qui veulent voir même plus un peu ton état d'esprit, j'avais adoré l'épisode que tu avais fait sur la toile Mmh. avec notre amie commune. Mmh. Franchement, très, très, très cool. Bah, je pense que vous avez parlé de tout sauf de business Mmh. dans ce podcast. Aujourd'hui, ton Live Mentor, ça continue. Tu es toujours quand même le CEO, tu es toujours quand même aussi opérationnel ou quand même maintenant, tu es un peu sur un moite-moite parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'activités, tu as le podcast, tu as les bouquins, parce que c'est pas ton premier, je crois. Non. Si, c'est pas ton premier, bah, qui est d'ailleurs aux éditions Erol, comme le mien. Et d'ailleurs, tu travailles même avec eux, hein, je crois. Hein. Je suis directeur de collection aussi chez Erol, donc je sélectionne chaque année quelques auteurs et je les accompagne dans l'écriture de leurs livres. Ou alors, je sélectionne des livres qui ont été publiés à l'étranger et j'en achète les droits pour sortir le livre en français. Et le premier livre de ma collection chez Erol, c'est justement un livre d'un journaliste britannique qui s'appelle Johan Hari, qu'on a adapté en français sous le nom de On vous vole votre attention, qui est un livre sur la crise de l'attention. Mais pour te répondre, oui, je suis toujours très actif chez Live Mentor, coprésident avec Anaïs Preto, mon associé. J'ai la chance que l'entreprise aujourd'hui soit bien structurée et j'ai moins un rôle de pompier comme ce que j'ai pu avoir à d'autres époques, c'est certain. J'ai aussi la chance que Live Mentor se porte bien, le modèle économique est solide, c'est une boîte qui a atteint un certain stade de maturité. Ça fait une dizaine d'années maintenant, non, ou moins? Oh, près de 15 ans Ah maintenant. oui, voilà, tu vois. C'est près de J'ai 15 l'impression ans. d'avoir toujours connu Live Mentor, en fait, dans l'écosystème, donc c'est pour Ouais, ça. non, ça remonte. Et pour donner des ordres de grandeur, donc c'est une centaine de salariés, c'est plusieurs millions de résultats nets cette année, c'est environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3 bureaux à Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et donc, il y aura encore des problèmes. Il y en a aussi aujourd'hui. Et j'ai assez d'expérience dans l'entrepreneuriat pour savoir que les bons cycles se font toujours remplacer par des mauvais cycles. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un bon cycle. Et ça m'a permis de prendre de la hauteur, de travailler sur le rachat de cette maison d'édition et d'utiliser aussi mon temps libre pour bosser sur ce livre, La chaise tue, ou travailler avec Anne Guéquière sur le podcast Métamorphose. Mais au fond, La mission reste un peu la même, la mission reste la même. c'est Ouais. juste la forme qui évolue, en fait. Exactement. Et par exemple, tout le travail que je peux faire avec Erol, ça m'inspire et ça me donne plein d'idées dans le pilotage et la conduite de notre propre maison d'édition à Live Mentor qui donc s'appelle 2359. Et je n'ai pas d'enfant pour le moment, ce qui donne le temps de s'engager sur sûrement plus de projets que quand. Oui, parce qu'après, avoir des enfants, c'est pas une lettre d'excuse pour ne pas avoir de projet. Mais en effet, ça dégage un peu de temps. Je préfère le dire parce que Ouais. souvent on me dit mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais et je dis toujours je n'ai pas d'enfant. Ouais. Ça peut être intéressant du coup de parler de la genèse du coup de ce livre, donc de la chaise tue. C'est ça que moi du coup j'ai été aussi dans ce processus où j'ai échangé avec Erol, on s'est entendu sur le thème. Après j'ai vu toutes les étapes pour écrire un livre. Hein. C'est juste pas ce qu'on pense, ça c'est pas on l'écrit et après ciao, il y a 1 million d'étapes de relecture, enfin c'est tout un travail, sachant qu'en plus vous l'avez écrit à deux et en plus vous avez une dimension enquête, alors que moi j'ai sorti grosso modo seulement des choses qui étaient de mon cerveau et en plus je me suis servi de tout ce que j'écrivais en gros et centralisé depuis 2 ans là-dessus. Donc limite j'avais quand même moi un exercice un peu plus facile de mon côté. Vous donc du coup ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'on peut redonner un peu les étapes de l'écriture d'un livre? Bah, du coup, on va démarrer peut-être par la genèse, en fait, d'où vous vient cette idée, pourquoi ce sujet, qui est quand même particulier, ça qu'on commence à en parler, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Et donc, bah, du coup, c'est intéressant qu'on en parle. Alors la genèse, l'origine du projet. Moi, durant mes 15 années
de vie professionnelle, j'ai connu des moments de surmenage, de fatigue, de burn-out. Hem Et il m'a fallu du temps pour faire le lien entre ces moments difficiles et l'inactivité physique. Et en rencontrant certains spécialistes de santé, j'ai progressivement pigé que toutes les heures passées derrière mon ordinateur, assis sur une chaise, les journées où tu te réveilles, tu te fais un café, tu t'installes, tu bosses, tu fais une petite pause déjeuner, mais au lieu d'aller te faire 1 heure de marche, tu vas à la boulangerie la plus proche des bureaux, tu prends un truc à emporter, tu te remets derrière ton ordinateur, tu manges assis, te remets à bosser et puis ensuite le soir, tu es KO, tu te fais une série Netflix ou un film. C'est vrai que ce que tu décris, c'est quand même ce qu'on vit tous et c'est vrai que c'est triste quand c'est dit à l'oral comme ça. C'est la réalité, de beaucoup, beaucoup de créateurs et créatrices d'entreprises, puisque en plus, Et de salariés aussi, hein, en et soi. de salariés aussi. Mais, ce dont on se rend compte, c'est que le télétravail a augmenté la sédentarité, alors qu'on aurait pu penser que être chez soi, ça rend le sport plus facile. Mais non, toutes les statistiques, toutes les enquêtes montrent Ah que ouais? le télétravail a augmenté la Tu vois sédentarité. que j'aurais pensé le contraire. Quand je vois le nombre de personnes qui jouent au paddle en pleine après-midi, franchement, Mais en fait, tu perds, le temps de trajet jusqu'à tes bureaux que tu faisais peut-être en tant que salarié, à pied ou à vélo. Tu perds les déplacements au sein de ton entreprise. Tu perds plein de micro-mouvements et tu te retrouves à créer ton projet, lancer ta boîte, faire ce que j'ai fait moi il y a 15 ans, ne pas avoir de quoi te payer des bureaux, bosser depuis chez toi, partir de ta chambre à ton salon, voire rester dans ton lit avec ton ordinateur et donc tout ça, ça crée énormément d'inactivité physique. Donc ça a été la genèse, ça a été le moment où j'ai parlé à des spécialistes de santé, notamment via le podcast Métamorphose, des dangers de la sédentarité. J'entendais des spécialistes de plein de disciplines différentes, cardiologues, pneumologues, neurologues, psychologues, mentionner à un moment que l'inactivité physique est dangereuse. J'ai voulu creuser et j'ai aussi, je me suis rendu compte, de ma propre expérience que j'avais énormément souffert de la sédentarité et je me suis aussi rendu compte que dès que je mettais de l'activité physique dans ma journée, je me sentais 1000 fois mieux, j'avais des meilleures idées, j'étais ça plus créatif et donc j'ai commencé à faire plein de changements dans ma manière de diriger mon entreprise pour supprimer toutes les réunions. On pourra on pourra y revenir si tu veux je plus suis tard. bouillant de qu'on en parle parce que alors ça, pareil, moi, la réunion, c'est le truc que je maudis, mais vas-y. Voilà, alors une fois qu'il y a eu cette genèse du livre, ensuite, comment est-ce qu'on écrit un livre? Alors, tout dépend du type de livre. Dans mon cas, c'est un livre enquête. C'est un livre recherche. Donc c'est un thème qui est très vaste, la sédentarité. Heu, j'ai décidé de ne pas l'écrire seul, je m'en sentais pas capable et Victor Fersing, journaliste spécialisé sur l'économie de l'attention, les écrans, les réseaux sociaux, membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de l'intervention dans les collèges et les lycées pour, aider les jeunes à se débarrasser de l'addiction aux écrans, était vraiment le co-auteur parfait. Donc ce qu'on a fait avec Victor, c'est qu'on a pris un mur entier d'une pièce, de 15 mètres carrés, on a posé des paperboards dessus et on a commencé à écrire les grands thèmes qu'on voulait creuser durant notre enquête. Sédentarité, inactivité physique, sédentarité et santé physique, sédentarité et santé mentale, sédentarité et école, sédentarité et agencement des villes, sédentarité et monde du travail, sédentarité et réseaux sociaux, sédentarité et grossesse, sédentarité et personnes âgées, sédentarité et e-commerce, sédentarité et créativité. Et donc on a rempli totalement ce mur et là on s'est dit, que le travail allait être long et on a commencé pour chacun de ces thèmes à identifier des experts pour aller les interviewer. On a interviewé plus d'une centaine d'experts au final et ensuite on a eu la chance de tomber sur la méthode, de quelqu'un qui s'appelle Elliot Meunier, qui est un ami, Ah, qui Elliot, a que je connais, qui on est voit moins maintenant d'ailleurs sur les réseaux et cetera, mais qui est très jeune, non, c'est ça? qui est très Peut-être jeune, plus si jeune maintenant, mais mais qui a écrit un super livre, intitulé «Arrêtez d'oublier ce que vous lisez», dans lequel il partage une méthode pour prendre des notes avec un outil qui s'appelle Obsidian. ouais. Et donc c'est un outil intéressant pour créer des notes,
très synthétique sur plein de sujets donnés et pour créer des liens entre ces notes et visualiser des nuages de mots-clés. Eh bien, on a fait ça avec Victor pendant 2 ans. Donc, on a appris de nos expériences d'auteur. Moi, j'avais rédigé 2 livres avant La chaise tue. Il ne faut pas commencer par le manuscrit. Il ne faut pas commencer par ouvrir un Google Doc vierge et se dire ligne 1, ligne 2, etc. Non. Ok, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, après, J'avais fait un plan d'abord. C'est mon petit côté, tu sais, ancien prépa, machin et tout. c'est J'avais bien. quand même fait un plan et après, j'ai rempli les parties. C'est bien. Tu vois. Mais après, ton livre étant un livre pratique, je pense que Ouais. pour toi, tu pouvais plus facilement attaquer directement. Sur un livre recherche, on en aurait été incapable. Donc, ce qu'on a fait, c'est se mettre pendant quasiment 1 an et demi, aucune pression sur la rédaction du manuscrit, mais une pression très constante sur l'enrichissement de notre base de données. Donc, des interviews. Les interviews, la lecture de papiers de recherche, la lecture, le visionnage de documentaires, les rencontres, les observations in situ. Et donc, on enrichissait notre Obsidian, cet outil de prise de notes, qui à la fin comptait des centaines de notes sur plein de sujets différents, avec à chaque fois la source, le résumé, la date et les notes liées. Et donc, on s'est retrouvé au bout d'1 an et demi avec vraiment une belle matière première, bien documentée, bien condensée. Et à partir de là, on est passé à la phase de la rédaction, avec effectivement le plan, le sommaire et l'écriture. On s'est réparti les chapitres entre nous deux. Dans le livre, ils sont d'ailleurs distingués avec des petites illustrations où on voit ma tête quand c'est moi qui parle, la tête de Victor. Et puis ensuite, phase de relecture. Ça, c'est très important. Donc nous, on a eu la chance d'avoir une préface qui est rédigée par Anthony Berthoud, qui est nutritionniste, un spécialiste de la micronutrition, spécialiste également de la nutrition pour les sports d'endurance, auteur de plusieurs livres. Et donc la relecture d'Anthony, plus la relecture de quelques personnes qui ont été des mentors pour moi sur ces sujets de santé, a donné une qualité bien meilleure in fine au livre. Et puis là, il vient de. Du coup, c'est quand la date de sortie? Quand est-ce que les gens peuvent le commander? Il est déjà dispo en précommande là, depuis 1 semaine. Et Sur il Amazon sera et Fnac? sur toutes les plateformes. Et il sera en librairie le 25 septembre. Ok. Donc ça, c'est sur la partie rédaction. Si je devais condenser tout ce que je viens de dire, se donner le temps de faire un bon livre, le faire avec cette approche de la fourmi où tous les jours, tu fais un petit peu quelque chose. Ça, c'est clair. On n'est pas des auteurs à temps plein. Il y en a très peu des auteurs à temps plein. Moi, j'adore Bernard Werber, c'est mon auteur modèle. J'ai eu la chance de le rencontrer via Métamorphose. Lui, il écrit tous les jours 4h30. Il vide ses livres. Moi, c'est pas mon cas. Victor, c'est pas mon cas. On a d'autres activités, donc on peut pas se bloquer 4h30 par jour. Par contre, on peut tous les jours pendant 2 ans se bloquer 1 heure, 1h30. Et là, C'est déjà beaucoup. l'effet D'avoir cette cumulé est discipline-là, hein. exceptionnel. C'est déjà beaucoup. Mais l'effet cumulé est exceptionnel. Et puis ensuite, après, il y a la relation avec l'éditeur, il y a la création d'une communauté autour du livre, il y a plein de choses qui sont à mettre en place. Ouais. Mais c'est vrai que moi, mine de rien, j'avais quand même adoré cette période. Et encore une fois, moi, j'avais besoin de moins de temps que vous parce que, en fait, tu vois, limite, tout ce travail-là que tu décris qui a pris 1 an et demi, et encore une fois, vous, c'est une enquête, moi, c'est un livre pratique. En fait, moi, toutes ces notes, ce Obsidian, sauf que moi, tout était centralisé plutôt dans mon Notion, même si Oui. tu as raison, Obsidian. Et ce que j'ai lu, le livre d'Eliott, il y a au moins 3 ans, ça fait moins de 4 ans qu'il l'a sorti même. Mhm. Tu vois, j'ai toujours pas mis en pratique, comme quoi il nous reste toujours plein de choses à faire. Mais en fait, moi, grosso modo, ce nuage de notes et de sujets, je l'avais presque déjà. Donc, tu vois, et après, je l'ai refait pendant genre 2 mois, tu vois, mai-juin. Et après, je me suis mis à écrire juillet-août. Et en effet, je me dis tous les jours, et j'ai vraiment pas dérogé à ça. Tous les jours, j'écrivais 1 heure, 1h30, 2 heures. Mais en fait, du coup, je ne loupais pas un seul jour. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est pareil avec le sport. Tu peux mettre tes baskets, aller courir 10 bornes. En vrai, c'est bien. Hein, franchement, ça t'aura pas fait de mal. Mais si après, tu cours pas pendant 1 an, bon, ça va pas trop servir à rien. Alors que, limite, même si tu cours 5 km tous les 3-4 jours,
Bah, en vrai, au bout d'un an, c'est cool, quoi. Oui, vraiment, l'écriture, c'est une question de régularité, c'est une question de petites avancées. C'est un muscle qu'il faut développer. Moi, j'écris depuis quasiment le début de Live Mentor, donc depuis 15 ans. Je- L'analogie avec le sport, elle est pas mal, en fait, parce que c'est un peu Elle est ça. très bonne. La première fois que tu vas faire un run, bah, tu mets du temps, hein, entre le moment où tu mets tes baskets et le moment où tu sors de chez toi, parce que finalement, tu vas te faire un verre d'eau, tu vas pisser, tu trouves un truc, enfin, c'est pas naturel. Et en fait, Mm. quand tu as quand tu l'habitude, c'est easy. Et c'est pareil au début, quand tu commences à écrire, parce que au début, tu sais pas par quoi commencer. Mm. Et après, plus ça va, plus c'est simple, quoi. Gravir le Mont Blanc avec 15 entrepreneurs, c'est le projet fou dans lequel je me suis lancé. Mais comment réunir tout le monde facilement et gérer la logistique? C'est la question que je me suis posée et une chose est certaine. Ça n'a pas commencé au pied de la montagne, mais bien avant. 15 entrepreneurs, 15 parcours de vie, mais 15 destinations différentes. Pourtant réunis au même endroit en seulement quelques clics. C'est là que l'aventure a pris forme. Train, bus, taxi, tramway, chaque trajet nous rapprochait. D'un simple billet réservé depuis mon téléphone à un projet collectif qui nous dépassait. Parce que voyager, ce n'est pas juste se déplacer, c'est avant tout se connecter. Et ça commence dès la réservation. Merci encore à SNCF Connect d'avoir rendu ce projet possible. Et puis ton style s'améliore, ta capacité à chercher les bonnes références, à les citer au bon moment, ta qualité d'écriture progresse avec le temps. Moi, j'ai du mal à relire ce que j'ai écrit il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Bon, moi-même, il y a un an. Tu vois. Oui, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que c'est aussi une compétence sur laquelle tu peux toujours progresser et tu peux toujours t'inspirer de d'autres auteurs, d'autres écrivains, suivre des formations d'écriture, etc. Donc, c'est... Ça, c'était sur la forme, du coup. Oui. Et après, pour être dans le fond, alors, même si je sais pas si on parle de spoil sur ce type de livre, mais du coup, pour expliquer un peu aux auditrices, aux auditeurs, et même moi, je suis curieux d'avoir quand même 2-3 inputs Mm. sur les résultats de votre Mm. enquête. Mais grosso modo, qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette enquête et qu'est-ce qui t'a frappé? Et je sais pas, même si on devait donner peut-être même 2-3 conseils Mm. assez applicables, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Le premier point, c'est que notre corps, il est fait pour marcher. Mais c'est incroyable à quel point on est une espèce fantastique pour être en mouvement. Pour plein de raisons. Déjà, on transpire beaucoup. On a une très bonne thermorégulation. Deuxièmement, on a des tendons d'Achille qui fonctionnent comme des mini catapultes qui nous propulsent en avant quand on marche, qui nous permet d'économiser de l'énergie. Et ensuite, quand tu marches, il y a un mouvement de pendule qui se met en place avec tes jambes, ce qui aussi libère de l'énergie. Et tout ça explique pourquoi l'espèce humaine, c'est la meilleure en endurance. Tu fais des compétitions d'endurance entre des chevaux et des humains, c'est les humains qui gagnent. Évidemment, C'est vrai que je fais un marathon avec un cheval, je le démarre. absolument, il y a plein d'exemples Ok. qui attestent de ce point. Par contre, évidemment, on va perdre en sprint contre un léopard, un chat, etc. Mais en endurance, on est fantastique. Je sais pas si tu as déjà vu les chiens, quand ils ont chaud, ils halètent, tu vois. Ouais, Ils ont la langue qui pend. j'allais le faire, puis après, je me suis rendu compte que j'allais être ridicule, mais tout le monde a l'image. Et ils ont besoin d'allaiter parce qu'ils ne transpirent pas assez. Nous, on transpire, on peut perdre jusqu'à 8 litres d'eau par jour quand on fait des efforts très intenses, des trails, etc. Donc, notre corps, il s'est construit à l'époque des fameux chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, qui couraient, marchaient ou couraient 15 km par jour en portant des charges lourdes. Et aujourd'hui, notre corps, il a toujours ce même patrimoine génétique, mais on lui fait très 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 mal en étant sédentaire, assis 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Les conséquences, elles sont très documentées, elles sont mais complètement certaines, vérifiables d'un point de vue scientifique. On a été mais inondé par le nombre d'études scientifiques qu'on devait consulter avec Victor. Pour donner quelques chiffres, l'Organisation mondiale de la santé, elle place la mortalité comme quatrième cause de l'Organisation mondiale de la santé, pardon, place la sédentarité comme quatrième cause de mortalité au monde. Quatrième cause de mortalité Derrière quoi? et première cause de mortalité évitable. Ah oui, ok.
Et c'est quoi les, Ça, c'est quoi les trois premières? Ça, c'est le point qui est super, super, super important. Alors, les causes de mortalité, ensuite, elles dépendent, les 3 premières dépendent beaucoup de la région dans laquelle tu te trouves. Tu as le sujet du paludisme, par exemple, en Afrique. Enfin, il y Ouais, ok. a plein de détails. Ensuite, les impacts directs sur la santé physique. On les a découverts, notamment en interviewant François Carré, qui est un cardiologue qui se bat depuis des années pour que la lutte contre la sédentarité soit au top des politiques publiques. On va avoir les maladies cardiovasculaires, donc les infarctus, terriblement impactés par la sédentarité. Le diabète de type 2, c'est 4 millions de personnes en France. Donc, le diabète de type 2, c'est caractérisé par une hyperglycémie, c'est une présence de sucre trop forte dans ton sang. Mais ça, tout ça aussi, c'est lié aussi à l'alimentation et à tout Bien ça, sûr. on est d'accord. Alors, la santé, c'est toujours multifactoriel et donc Oui. la sédentarité n'est pas seule coupable. Mais justement, tout ça fonctionne de concert. Si tu prends le cas du diabète de type 2, évidemment qu'il faut limiter le sucre dans ton assiette. Mais le sucre, ce n'est un problème dans le sang que quand il n'est pas consommé. Si tu te mets en activité physique régulière, tu vas consommer ce sucre qui est dans ton sang. Si tu es toute la journée assis, même si tu as une assiette qui est très optimisée, la moindre petite dose de sucre, elle va te faire passer en hyperglycémie. C'est d'ailleurs, tu vois, pour ça que les personnes qui font de l'alpinisme, elles ont besoin de prendre du sucre très régulièrement. Et t'inquiète pas, il reste pas dans le sang, il est consommé très très vite, ce Ouais. sucre-là. Et alors, dans les autres effets un peu boule de billard, la sédentarité est très souvent associée à une moins bonne nutrition, à une alimentation qui est plus sucrée, qui est riche en produits transformés. On a plein d'enquêtes qui montrent que les personnes qui sont trop sédentaires, elles vont commander à manger sur les plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Et elles vont pas commander une salade avec des protéines et des légumes. Elles vont surtout commander des burgers, des glaces, des sucreries, etc. La sédentarité est aussi associée à une moins forte exposition au soleil et à la lumière naturelle, donc à une dérégulation de tes cycles de sommeil. Or, si tu dors moins bien, ta gréline et ta leptine, qui sont les hormones de la faim et de la satiété, sont aussi dérégulées, donc tu as plus faim. Ouais. Donc, il y a plein d'effets cumulés et ricochets entre sommeil, alimentation et activité physique. Plus tu es en activité physique, meilleur va être ton sommeil et meilleure va être ton alimentation. Donc, pour finir sur les conséquences en santé physique, maladie cardiovasculaire, ça donc, c'est quasiment mécanique. Muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, c'est ce qui me permet de pomper. Plus je fais de l'activité physique, plus il va se développer, ce muscle cardiaque. Donc, il est plus gros. Comme il est plus gros, il a besoin de pomper moins de fois. À chaque pompage, à chaque coup de pompe, il est plus efficace parce qu'il est plus gros. Donc, il envoie plus de circulation sanguine. C'est pour ça que les marathoniens, ils ont un rythme cardiaque qui est plus bas au repos, plus lent. Parce qu'ils ont besoin de moins pomper. Et c'est pas ça, cette question, tu sais, c'est un peu la fréquence cardiaque, comment ça s'appelle ce Et truc? ça joue Parce qu'en fait, évidemment aussi. récemment, tu vois, je me suis acheté ça, là, une Whoop, et donc du coup, je commence un peu à tout tracer. Mon sommeil, mon activité physique, Oui. et tous les liens, ma fréquence cardiaque, etc. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est un hasard hein, que tu viennes là aujourd'hui, parce que c'est prévu depuis plus d'un mois. Mais du coup, c'est ça que je commence de plus en plus à m'intéresser, à suivre Voilà. toutes ces métriques, parce que je sens que c'est indispensable, quoi. Plus tu vas marcher, plus tu vas être en mouvement, moins tu vas être assis devant un écran, plus tu vas avoir de meilleures performances cardiaques. C'est juste mathématique, mécanique. Donc, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, obésité. Classique. L'obésité, elle est en explosion en France. Explosion totale. x3 chez les jeunes entre 18 et 24 ans sur les 25 dernières années. x4 sur la classe d'âge qui vient juste après. Donc, on a un vrai problème. Et là, c'est une question de calories in, calories out. Donc ils bouffent Plus- mal et ils font moins de sport. Plus je suis Tu dirais qu'ils font sédentaire, moins de sport maintenant, les jeunes, alors qu'avant? on va y venir après sur la différence entre sport et activité physique. Parce Ok. que justement, tout le sujet du livre, c'est de montrer que les quelques séances de sport par semaine ne vont pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'être en mouvement le plus fréquemment possible. Ok. De marcher, de bouger, de danser, de porter, de bricoler, de jardiner, etc. Donc là, la métrique, c'est presque le nombre de pas ou le. Par ce genre de exemple, c'est choses, le ouais. nombre de pas. Ouais.
Mais donc, la prise de poids, évidemment que si je suis 10 heures par jour assis, je ne brûle quasiment pas de calories. Donc, tout ce que je mange, je le stocke. Troubles musculo-squelettiques, les lombalgies, le mal de dos. 25% des arrêts maladie en France aujourd'hui, c'est le mal de dos. On a interviewé plusieurs kinés dans le livre qui disent qu'ils sont horrifiés par l'augmentation de ces troubles musculo-squelettiques. C'est le corps qui se rouille, c'est les articulations qui n'arrivent plus à être suffisamment huilées. Quelques détails tragicomiques. On a maintenant des tendinites de l'épaule, on a le syndrome du canal carpien et on a des tendinites du pouce, surnommées tendinites du texto. Parce que ces tendinites, elles viennent du temps passé à faire des textos. Ah, c'est fou. Donc les TMS, c'est un vrai sujet. Et enfin, on a aussi de plus en plus de recherches sur les liens entre cancer et inactivité physique. En tout cas, on a des preuves empiriques que l'activité physique permet, couplée au traitement classique, de limiter les effets du cancer ou de limiter la réapparition de cancer. Donc ça, c'est pour les impacts de la sédentarité sur la santé physique, mais on en a aussi sur la santé mentale. La sédentarité est associée à une plus forte anxiété, à une plus forte dépression. On a une explication médicale. L'activité physique, ça libère des endorphines, les hormones du bonheur. Ça libère de la sérotonine, ça libère de la dopamine, ça libère ces neurotransmetteurs. Je peux te faire une pause là-dessus. Je sais jamais la différence entre dopamine et endorphine. C'est quoi déjà la diff? Les endorphines, c'est le bonheur, et la dopamine, c'est lié au couple souffrance, enfin, je ne devrais pas dire souffrance, mais effort-récompense. Ok. Et aujourd'hui, on sait d'ailleurs que c'est la même chose, et que pour vraiment libérer ta dopamine, tu as besoin d'une récompense, mais tu as besoin d'avoir fait un effort. Tout le problème qu'on a, c'est que les réseaux sociaux, notamment, nous surchargent d'une fausse dopamine, de récompenses. C'est-à-dire le qui ne sont plaisir pas liées à immédiat, en fait. Exactement, qui ne sont pas liés à un effort. Et Ça, j'avais vu quelqu'un qui donnait un exemple. En fait, il disait, en fait, c'était que, en fait, c'était même avec le sexe, en fait. Tu vois, où que maintenant, en fait, en gros, t'as envie, tu te mets sur ton ordi, t'as un porno, tu te branles et puis bim, t'as le truc, t'as toujours le plaisir immédiat, en fait, maintenant. oui, quoi. ça fait partie des sujets qui sont très souvent cités, effectivement, la consommation de films X, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi toute la société de divertissement. Il faut vraiment lire le livre d'une psychiatre qui s'appelle Anna Lembke, Lembke, qui parle très bien justement de cette crise de dopamine. Alors, ça c'est sur les impacts de la sédentarité sur la santé mentale, mais tu as aussi plein d'études sur les liens entre sédentarité et créativité. Et on s'est rendu compte que oui, on a vraiment des meilleures idées quand on est en mouvement, quand on marche. Ça active la pensée divergente. C'est pour ça que plein de gens font, par exemple, des réunions en marchant. Ça a J'ai été vu le quel premier. entrepreneur fait ça beaucoup. Moi, ça a été le premier changement que j'ai opéré il y a 3 ans quand j'ai décidé de plus être sédentaire et que j'ai supprimé toutes mes réunions chez Live Mentor en disant aux personnes que j'allais plus être assis quelque part, qu'on pouvait le faire ensemble en marchant, mais que sinon on pouvait le faire à distance, mais par téléphone, que je serais plus connecté au Zoom, que je voulais pas me balader en marchant avec une visioconférence en face de moi, et que j'allais prendre un carnet, prendre des notes, envoyer des comptes rendus de réunion. Donc, sédentarité et santé physique, sédentarité et santé mentale, sédentarité et créativité, et enfin, sédentarité et santé sociale. La sédentarité, elle est associée à un isolement, à un repli sur soi, à une perte de lien avec les autres. À la limite, c'est le problème dont on parle presque le plus, c'est ça. Oui. Forcément. Mais alors maintenant, dans le livre, ce qu'on a voulu montrer, c'est que tout ça, c'est surtout une question d'environnement. Notre environnement, il a énormément évolué ces dernières décennies. L'école est toujours pensée sur un modèle où on est assis pendant des heures devant un ou une prof. Le monde du travail est devenu un monde de travail de bureau. C'est 8 millions
de travailleurs de bureau en France. Combien ? 8 millions. Ah oui, quand même. Et ça ne prend pas en compte tous les entrepreneurs qui bossent depuis chez eux sur un ordinateur aussi. Les villes sont pensées pour les voitures. C'est quand la dernière fois que tu as vu des enfants faire un foot, jouer dans la rue à Paris moi, ça remonte à quand j'étais enfant, il y a 30 ans. Je pouvais jouer au foot avec mes copains. Je ne vois plus aucun enfant faire ça à Paris aujourd'hui. Et puis, évidemment, les écrans qui sont partout et qui nous permettent, sans bouger de chez nous, de commander à manger, de commander un meuble, de draguer, d'avoir une vie amoureuse, sentimentale. On peut tout faire derrière des écrans. Et ça nous sédentarise. Avec le risque de se transformer en ce que les Japonais appellent les hikikomori. Hikikomori, c'est un terme japonais pour décrire des personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis au moins 6 mois. Sur un pays de 130 millions d'habitants, au Japon, on considère qu'il y a 2 millions d'ikikomori et que ce chiffre est sous-estimé, parce que beaucoup de gens n'osent pas déclarer qu'ils sont hikikomori. Ça existe aussi en France, ce n'est pas limité aux frontières du Japon. Il faut réagir, et ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est plein d'exemples de réactions possibles dans tous ces espaces de nos vies. Dans la manière dont on organise son appartement ou sa maison, dans la manière dont on passe du temps avec ses amis ou sa famille, dans la manière dont on travaille. Évidemment, il y a plein de changements, plein de changements qu'on peut opérer. Dans son rapport au transport, dans son rapport aux écrans, évidemment, et aux ordinateurs et aux téléphones. Et une fois qu'on met en place ces premiers changements, on se rend compte que notre corps est fait pour bouger. On a ce même patrimoine génétique que les chasseurs-cueilleurs. Ça nous fait un bien fou. On ne revient pas en arrière et c'est ça qui est merveilleux. Et si on devait se mettre, je pense qu'on va essayer de parler un peu de ce qui peut être applicable, de ce qui peut être mis en place. On parlait tout à l'heure du nombre de pas par jour. Oui. J'ai envie de te dire, sport ou pas. Alors évidemment, quand tu fais du sport, à la fin, tu as fait évidemment plus de pas parce que tu as couru, etc. C'est quoi un peu la stat, la moyenne qu'il faudrait atteindre sans que ça soit du coup, pour qu'il soit atteignable pour un plus grand nombre et qu'il soit pas trop, qu'il soit motivante, quoi. C'est quoi, c'est 10 000 pas par jour, c'est moins, Alors déjà, il faut s'arrêter sur la notion de sportif sédentaire. Ça, c'était une grosse découverte de notre enquête, via notamment ce cardiologue que je mentionnais, François Carré, et via d'autres médecins qui avaient l'habitude des sportifs de haut niveau. J'ai notamment échangé avec la personne qui gérait les footballeurs d'un grand club de foot français, le club de Lille en l'occurrence, et qui me disait, ces dernières années, on a tout un tas de joueurs qui se tapent des blessures, non pas à cause de ce qu'ils font à l'entraînement ou en match, mais à cause de ce qu'ils font en dehors. Ils sont beaucoup trop sédentaires, ils font leurs 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement tous les jours, mais à côté, ils font 10, 12 heures par jour assis sur leur téléphone, à chatter sur les réseaux sociaux, à être sur TikTok, à jouer à FIFA. Et on se rend compte qu'ils ont une baisse de performance des capacités cardiaques et les fameux troubles musculo-squelettiques dont on parlait. Donc, dans le cadre du travail, la première chose que je dois me dire, c'est je dois changer ma manière de travailler. C'est pas je dois caler une séance de sport au milieu de ma journée, au début, à la fin. C'est quand je suis en train de travailler, je dois me demander comment le faire en bougeant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de dire, et tu vois par exemple ce qui est mon cas, c'est que sur 7 jours de la semaine, je fais du sport minimum 5 fois par semaine. Mais par contre, tout le reste du temps, je suis assis. Je suis derrière un ordinateur ou dans ma voiture. Et c'est vrai que je marche très peu en dehors. Enfin, je suis très peu en mouvement le reste du temps. C'est ça qu'avant, on l'avait. C'est un sujet sur lequel Mais je pense que je vais... tu vas adorer changer. Je pense que tu vas donner plein de tips ou quoi, parce que tu vois, j'ai un truc là du coup qui me revient, c'est qu'avant le Covid, quand on voulait appeler quelqu'un, on n'avait pas de visio quand on avait rendez-vous. On mettait nos écouteurs filaires, le portable dans la poche, et moi je sais que je sortais, alors en plus je fumais des clopes, etc. Mais bon, bref, et si ça durait 1 heure, pendant 1 heure, je marchais dans les parcs, etc. Et j'étais grave en mouvement en fait. Alors que c'est vrai que maintenant, je peux me faire toute une après-midi à 14h, 17h, avec où je m'enchaîne une dizaine de visios de 15-30 minutes et je ne bouge pas en fait. C'est un très très bon exemple
que tu as donné, la réunion en marchant, c'est sûrement un des piliers, le premier changement à opérer. J'ai des réunions dans le cadre de mon travail, j'essaie de les faire en marchant. Alors, je vais donner tout un tas de solutions, mais juste avant, il faut comprendre euh, que la magie réside dans la diversité des mouvements. Le corps a besoin de marcher, de courir, de porter, de s'étirer, de s'étendre. Plus tu bouges différemment, mieux c'est. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire mes réunions en marchant. Je peux sortir de la tyrannie de la visioconférence qui ne sert à rien. Oui, c'est ça qu'on s'en fout de se voir. On s'en fout. On peut utiliser un carnet pour prendre des notes. On peut, si vraiment on a envie d'utiliser la technologie, regarder toutes les nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui permettent de faire des comptes rendus de réunions à partir d'une discussion vocale. Donc je me connecte, je mets mes écouteurs, je parle et je recevrai par mail un compte rendu, par exemple. Je peux ensuite modifier mon environnement de travail. Je peux, à la place d'avoir une chaise, avoir un siège ballon. On a échangé dans le cadre de cette enquête avec une marque française créée par un ostéopathe qui s'appelle Bloon, siège ballon Tu Bloon. sais, je les connais, c'est un Bordelais. Je Ah. joue au paddle avec lui Ah bah, et j'ai même fait des actions d'influence avec lui. J'allais te parler parce que j'ai un Bloon à la maison du coup. moi aussi, et c'est vraiment une super marque. Déjà, le produit est magnifique. Le produit est très beau et c'est sûr qu'être sur ce siège ballon, ça permet de faire plein de micro-mouvements, ça permet de mobiliser les muscles du dos, ça permet de décoincer les hanches. C'est vraiment un bel équipement. Je peux mettre un pédalier sous mon bureau pour travailler mes pieds et mes jambes. Je peux mettre une barre de traction, mettre des anneaux là où je travaille pour me suspendre, pour faire des tractions, pour me faire des inversions, pour faire tout un tas de choses. Moi, je pratique les arts du cirque, donc je suis Ça, je me rappelle très bien. C'est ta particulièrement- maman aussi qui travaillait dans Ma au mère était cirque artiste de Pantus, cirque. non? Ouais. Ma mère était artiste de cirque. Ouais. Elle bossait chez. Je me rappelle, ouais. Elle a bossé en tant que trapéziste pour Gruz, Zavata, Bouglione. Mais sans aller jusqu'à des mouvements de cirque, simplement se suspendre à une barre ou à des anneaux. Genre, ça et faire des tractions quand même. Tu peux faire les tractions, évidemment, c'est très bien. Mais rien que te suspendre, ça réaligne ta colonne vertébrale. Juste suspendre et puis, mais quand même lever les pieds. Tu lèves les Faut pieds. que ça tire, quoi. Faut que tu sois dans des ressentis corporels dont on a complètement oublié l'existence à cause du temps qu'on passe assis. Je peux installer des élastiques dans mes bureaux, sur un escalier par exemple, partout où je peux installer des élastiques. Bah, c'est une super idée. En fait, il faut prendre la salle d'un kiné et se dire, mais pourquoi ce qu'a le kiné, je ne l'ai pas chez moi? Pourquoi je limiterais à mes séances de kiné que je vais voir quand je suis blessé, ce qui est du bon sens? C'est du bon sens d'avoir un élastique et de faire des mouvements avec mes bras. C'est du bon sens d'aller travailler ma coiffe des rotateurs. C'est du bon sens de travailler mes jambes avec un élastique. C'est du bon sens d'avoir un tapis de yoga. C'est du bon sens d'avoir des haltères et quand je fais mes pauses actives, toutes les 30 minutes, je me lève, je soulève mes petites haltères. C'est du bon sens de pouvoir faire des écarts, etc. etc. Donc, siège ballon, réunion en marchant, pédalier, bureau assis debout. Ça, c'est une invention géniale, le bureau assis debout. Et maintenant, le coût des bureaux assis debout, il a vraiment diminué. Et c'est quoi? En fait, c'est le truc où c'est ultra modulable. Des fois, tu peux être debout. Des fois, tu peux t'asseoir. Exactement, T'asseoir, par exemple, sur un Bloon. c'est des bureaux qui se montent tout simplement. Ok. Alors après, tu as différents modèles. Tu peux avoir des bureaux qui sont pensés pour être utilisés debout. Et puis, tu as les bureaux qui, effectivement, te permettent de monter et baisser la hauteur avec un bouton. Donc, toutes ces solutions, elles sont super intéressantes. Et après, il y a un sujet culturel. Ça nous semble bizarre, au travail, de bouger. Moi, au début, quand j'ai commencé à transformer ma manière de travailler, je voyais qu'on me prenait pour un alien. Bah, déjà qu'on te voit comme quelqu'un de différent, bah, tu t'amenais pas de l'eau à ton moulin, quoi. Là, on me prenait complètement pour un alien. Mais en fait, il faut vite que collectivement, on réalise que être alien, c'est être
à 50 dans un open space, assis 8 heures par jour, les uns à côté des autres. C'est ça qui est complètement fou. Il y a aucun problème à voir quelqu'un faire un squat pendant une réunion. Il y a aucun problème à voir quelqu'un essayer de faire un grand écart. Il y a aucun problème à voir quelqu'un se suspendre ou faire une traction. Surtout quand on sait à quel point ça augmente la créativité. Tu as une étude qu'on a adorée avec Victor, intitulée Give legs to your ideas, donner des jambes à ses idées, qui montre que la marche en nature, en extérieur, a augmenté la créativité de 81% chez les participants. Donc, même d'un point de vue d'efficacité de groupe, efficacité professionnelle, on a intérêt à se mettre en mouvement, à marcher, à bouger, au lieu de rester assis. Ça, ce sujet culturel, je pense, est peut-être le plus gros obstacle à la lutte contre la sédentarité aujourd'hui au travail. Ouais, parce que tu vois, en fait, là, le monde du travail a connu une énorme mutation après le Covid et le confinement, mais parce qu'il y a eu une crise mondiale, quelque chose qui n'a jamais été vu, qui était inattendu. Mm. Et ça, que tu vois, c'est vrai que c'est fou. Tu vois, le fait que maintenant, se taper, franchement, moi, une vingtaine de visios dans la semaine, c'est juste la base. Pour moi, avant la visio, c'était se faire un Skype avec ma femme quand elle a été faire son stage à Tahiti, que du coup, on avait deux océans qui nous séparaient, quoi. Oui. Et alors que maintenant, c'est juste la base de parler. Si tu veux parler à quelqu'un, Oui. tu sais, même des fois, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, j'ai l'impression de faire quelque chose de pas normal, en fait. Tu vois, Et du coup, en effet, avant, quand on était au téléphone, on marchait pendant qu'on parlait. Maintenant, c'est vrai qu'on est obligé de rester assis. Mais c'est à donc, nous du coup, de ce que je veux dire, c'est que- reprendre. Il faut qu'on reprenne ce pouvoir. Mais le problème, c'est que, en fait, ça, comment en fait va se faire cette éducation? Donc, bien sûr, ça se fait par des Alors- initiatives comme toutes les études que vous avez pu voir, comme le livre que vous sortez, mais du coup, également à grande échelle. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que l'État fait des choses? C'est une excellente ou quoi? question. C'est absolument une excellente question. Là-dessus, moi, j'ai exactement le même avis que Johan Hari, le journaliste britannique que je mentionnais tout à l'heure, qui a fait ce travail incroyable sur la crise de l'attention, résumé dans ce livre intitulé « On vous vole votre attention », où Johan Hari explique que le problème est systémique, la réponse ne peut pas être individuelle. C'est la même chose sur la sédentarité. Le problème est systémique, la réponse ne peut pas être qu'individuelle. Il faut que les entreprises s'en emparent, il faut que les collectivités s'en emparent, il faut que l'État s'en empare. Aujourd'hui, l'inactivité physique, ça coûte 140 milliards d'euros à la France par an. Comme l'explique encore une fois très bien François Carré, on va dans le mur. On a une pyramide des âges qui est en modification constante depuis des décennies et ça va continuer avec de plus en plus de personnes âgées. Ces personnes âgées ont statistiquement en proportion plus de problèmes de santé que les plus jeunes. On n'a pas assez de médecins. Donc, si on continue d'être aussi sédentaire, on va se retrouver avec une population qui a de plus en plus besoin d'accompagnement pour les troubles musculo-squelettiques, etc., et pour l'obésité, etc. Pas assez de médecins en face et pas assez d'argent dans les caisses pour garantir le système social français. Donc, il faut une réaction massive de l'État. Malheureusement, pour le moment, on ne la voit pas venir. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est l'État qui dit depuis cet été, on va rembourser les médicaments anti-obésité, notamment Ozempic, enfin, les versions similaires à Ozempic, à partir de 13 ans. Alors que malheureusement, ce genre de médicament, ça te fait peut-être perdre du poids, ça te fait aussi perdre énormément de muscles. Et si tu perds du muscle, tu as moins d'énergie et Je encore connais moins. pas du tout. C'est quoi ces médocs? C'est des médocs qui ont été notamment popularisés malheureusement par des influenceuses fitness qui ont détourné des médicaments à la base pour des personnes obèses pour les utiliser, elles, dans leur perte de poids. Et donc, c'est un gros sujet de santé aujourd'hui. On a une vision, et Jean-Baptiste Bourgeois, qui est un médecin urgentiste qu'on a interviewé dans la HSU, en parle très bien. On a parfois une vision trop techno-solutionniste de la médecine. On se dit, tiens, pour l'obésité, voici un médicament miracle qui va te faire perdre du poids. En fait, on a plein d'effets pervers associés à la prise de ces médicaments, comme notamment la fonte de la masse musculaire. J'ai une pote là, je crois qu'il en a pris. Alors, je sais pas si c'est ce médoc-là, mais ouais, elle a perdu 20 kilos en 6 mois ou un truc comme ça. Donc, Et sa masse musculaire, elle est comment? sûrement. Et sa masse musculaire, elle a énormément fondu. Donc pour elle,
ça doit pas être plus facile qu'avant de faire de l'activité physique. Et malheureusement, comme beaucoup de gens, il est possible qu'elle reprenne ses kilos assez rapidement. Donc, il faut revenir à du bon sens, comme en parle très bien ce nutritionniste Anthony Berthoud, à tous les niveaux, au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, au niveau de l'activité physique. L'État doit intervenir, l'État doit comprendre que de la même manière que les métiers industriels font l'objet d'une certaine protection, les métiers dans les usines, on a des métiers dits pénibles qui, et ça ne choque personne, qu'on garantisse à chaque ouvrier d'avoir un casque, d'avoir des lunettes de protection, d'avoir des gants. Par contre, aujourd'hui, ça nous semble normal d'avoir 8 millions de personnes qui travaillent sur un bureau avec des chaises nulles, avec des bureaux qui ne sont pas des bureaux assis debout, sans siège ballon, sans pédalier, etc. etc. Donc il faut dire que l'État pousse pour des mesures et qu'il explique aux entreprises, c'est votre responsabilité de protéger vos employés de bureau des méfaits de la sédentarité, et en plus, ça va avoir plein d'effets positifs pour vous. Ça fera moins d'arrêt maladie et ça fera moins de perte de créativité, de perte de sens. On n'a jamais autant de gens qui se déclarent en burn-out, en bore-out, en brown-out. C'est les 3 symptômes d'épuisement professionnel. On a quasiment un tiers des Français qui se déclarent en dépression. Enfin, il est vraiment, vraiment temps qu'on ait des politiques publiques sur l'activité physique. On ne les a pas aujourd'hui. Il y a d'autres pays qui peuvent nous inspirer. Est-ce que tu as déjà vu les vidéos des Japonais qui font des mouvements de gymnastique au travail? Exactement, dès le matin. Et notamment et en Exactement. journée aussi, je crois. Bah, on a creusé avec Victor d'où ça venait. Ça vient des années 1920. Dans les années 1920, le gouvernement japonais met en place un programme qui s'appelle Radio Taiso, Taiso, où, en collaboration avec la plus grosse radio du pays, ils inaugurent cette routine d'un entraînement matinal, d'une gymnastique matinale, d'une séquence qui est diffusée à la radio japonaise. Ça dure 10 minutes et ils poussent toutes les grandes entreprises japonaises à diffuser dans les enceintes des bureaux ce radio Taiso, cette gymnastique du mouvement. Et c'est comme ça que l'habitude culturelle de commencer sa journée de travail au Japon en levant les bras, en faisant des extensions, en faisant des tours de hanche, en bougeant, s'est mis en place. Autre exemple, la Slovénie teste la VO2 max de ses étudiants. Ça veut dire quoi? Ils testent le volume respiratoire. C'est le fameux test de l'escalier. C'est à partir de combien de marches tu commences à être essoufflé. Ils se rendent compte que l'année où Instagram est introduit en Slovénie, cette VO2 max, elle baisse de 25% chez les enfants. Mais c'est radical en fait. Tu mets dans les mains des jeunes un engin qui est bourré de mécanismes psychologiques d'addiction. Évidemment, ils y passent plus de temps et ils bougent moins. Au moins, la Slovénie, ils mesurent ça et donc ils réagissent en mettant plus d'activité physique au programme dans les cours de leurs jeunes. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent vraiment nous inspirer de pays qui prennent en main sérieusement le problème de l'inactivité physique. Et ça, en fait, alors moi, en fait, j'entends tout ça, mais du coup, là, moi, j'ai envie d'être optimiste. Comme vous l'êtes, je pense que quand on écrit un livre comme ça, c'est que on s'intéresse au problème et on a envie d'être optimiste. Et du coup, sans lobbying ou autre, comment on fait pour que le mouvement devienne national, en fait? Alors, on essaye de jouer sur tous les niveaux de collectif qui existent. Il faut sortir de la dichotomie mon niveau individuel et ce que fait le gouvernement. Ouais. Il y a plein d'autres nuances de gris. Il y a ce que je peux faire avec mes amis, ce que je peux faire avec ma famille. J'ai des enfants, j'ai des parents, quand je les vois, quand je passe du temps avec ces personnes, je peux mettre du mouvement. Je peux faire un cours de danse, je peux faire une randonnée, je peux faire une marche, je peux faire une balade à vélo. Je peux créer cette routine, cette culture. Qu'est-ce que je peux faire avec mes collègues? Qu'est-ce que je peux faire avec mes cofondateurs, mes associés? Qu'est-ce que je peux faire au sein de mon entreprise? Tu as une start-up française qui s'appelle Alan, qui est une mutuelle, qui a lancé un super produit qui s'appelle Alan Play. Et Alan Play, c'est un compteur de pas au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, nous, on est client Alan chez Live Mentor. Ça nous donne
Je suis client Alan aussi. le nombre de pas fait par chaque personne de l'équipe qui a envie de jouer le jeu. Et ça crée des dynamiques sympas, ça crée des questions dans le cadre de l'entreprise qui est mais attends, il est 11h30, comment est-ce que tu as fait pour marcher déjà 12 000 pas? Ah, en fait, j'ai un chien, donc le matin, je le sors. Ah, bah ce mythique-là, je l'ai fait en marchant, etc. C'est Ah, super ça, c'est pas intéressant. mal ça. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon village, de mon quartier, de l'endroit où je vis? Qu'est-ce que je peux faire dans mes loisirs? Il faut absolument multiplier les actions dans ces différents niveaux de collectif. Et si vous écoutez par exemple ce podcast et que vous êtes vous sportif, que vous adorez le mouvement, que vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose, allez emmener avec vous des gens qui ne le sont pas. C'est vraiment le meilleur cadeau qu'on peut faire. Moi, il y a 4 ans, j'étais complètement sédentaire. Je ne bougeais plus. Ma vie consistait à me lever, me mettre sur mon ordinateur, commencer à travailler. J'étais beaucoup moins créatif qu'aujourd'hui. Je me tapais mon 2e burn-out. Je faisais 12 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'avais un corps C'est vrai qui que était t'as rouillé. bien fondu là. Hein. Bien joué, mec. Écoute, en fait, c'est assez mécanique quand tu te mets à marcher que tout le système fonctionne mieux. Et c'est une solution qui est à notre portée. La marche, c'est pour ça qu'on en parle spécifiquement dans ce livre. C'est gratuit, c'est accessible à tout âge, on peut le faire n'importe où. C'est vraiment une activité qui est essentielle. Et je repense vraiment à toutes ces années où j'étais à Paris et je me disais « Ah, quel sport je pourrais faire? Est-ce que je devrais me mettre à ci ou à ça ?» Et au final, d'ailleurs, j'étais perdu un peu dans ce paradoxe du choix et je commençais aucune activité réellement. Mais ce n'était pas la bonne question à me poser. La bonne question à se poser, c'est comment je peux, tout au long de ma journée, bouger le plus possible. Et en fait, au début, j'ai commencé timidement et puis ensuite, j'ai fait des tests jusqu'à me rendre compte que je pouvais faire 16 km par jour à Paris tout en travaillant. En fait, Et toi, oui, c'est possible. aujourd'hui, tu traques un peu toutes tes stats, tu utilises quoi? Alors, le tracking des statistiques, c'est un sujet complexe parce que d'un côté, ça peut faire office de déclic. Ça peut être génial d'avoir un compteur de pas au début. Moi, c'est ça c'est l'effet sur Voilà. moi. Je dis pas, en fait, je me fourvoie pas, je me dis pas, c'est sûr que les résultats sont bons ou quoi, mais ça me donne des tendances et ça m'oblige quotidiennement à ce que ça soit un sujet, en fait. C'est très bien. Voilà, c'est très bien dans un premier temps, c'est génial. Au bout d'un moment, le but est de s'en passer parce que tu as tellement internalisé, tu as tellement ritualisé la pratique du mouvement qu'elle te vient dans ton quotidien très facilement. C'est un peu la même chose avec le tracking du sommeil. On se rend compte aujourd'hui que pour certaines personnes, le tracking du sommeil, ça génère plus d'anxiété qu'avant. Parce que quand tu commences ta journée et que le premier truc que tu reçois, c'est une notification te disant « Hey, tu as dormi X heures cette nuit et c'était pas terrible, ton sommeil n'était pas top », on se rend compte que chez certains, ils passent une bien moins bonne journée après parce qu'ils se disent « Ah non, j'ai mal dormi, j'ai mal dormi ». Là, tu démarres la journée avec un truc chiant. C'est là où il faut faire vraiment très attention avec l'hyper-société de la data, du contrôle des chiffres. Néanmoins, encore une fois, si quelqu'un se sent très sédentaire, commencer par effectivement regarder son nombre de pas et prendre conscience qu'on est à 3000, 4000 pas par jour, ça peut être génial pour avancer. 3-4 000, c'est bien par jour ou... C'est pas bien du tout. Ah oui, c'est pas bien, on est d'accord. C'est Il pas bien du faudrait faire quoi, 10 000 quoi, par Là, jour? je prenais l'exemple d'une personne très Ah oui. sédentaire. Parce que 3-4 000, ça va hyper vite. C'est limite, c'est ce que tu as un peu fait chez toi, quoi, en allant des shots à... C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Et alors après, quel est le bon objectif? Alors, tu as plein de recommandations de santé selon l'âge de la personne, selon son niveau d'activité sportive à côté. Moi, je dirais que pour toutes les personnes qui nous écoutent, commencer par 1 heure de marche par jour, c'est déjà un très bon objectif. Mais ça peut paraître énorme pour beaucoup Ça de peut monde, 1 paraître heure. énorme pour beaucoup, mais c'est vraiment atteignable. Et ensuite, il faut s'ouvrir à la magie des NEAT. N-E-A-T. Donc, NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est toutes les activités physiques qui ne sont pas du sport. Bricoler, cuisiner, ranger, jardiner, passer l'aspirateur, monter un meuble.
ça, c'est des activités que notre société du confort élimine parce que la technologie est là. Je peux avoir le robot qui, nettoie pour moi. Je peux avoir, le four augmenté à l'intelligence artificielle qui va décider du mode de cuisson pour moi. J'ai même plus à ouvrir, le la porte pour vérifier si le poulet est bien cuit ou pas. Je peux trouver sur une application, un site internet, quelqu'un qui vient faire le bricolage pour moi et cetera. Et bah, tout ça, c'est plein de micro-mouvements qui disparaissent de notre quotidien et on les paye cher. Donc, hem, donc vraiment, il faut les rechercher, il faut les désirer, il faut les créer. Là, du coup, tu as donné pas mal de pistes, du coup, de comment on pourrait l'améliorer, au travail. Donc en effet, ne peut-être pas tout attendre de l'État, même si pour moi, enfin ça serait quand Non, mais même, on a besoin que on a l'État besoin que on a l'État, voilà, besoin fasse des et tu as une note de la Fondation Jean Jaurès qui est super intéressante, heu, qui est sortie récemment, qui explique comment l'activité physique est en train de devenir un sujet d'inégalité sociale. On se rend compte que les personnes les plus sédentaires sont aussi celles qui ont de un moindre niveau d'études et on a, une situation complètement paradoxale où ça coûte un fric monstre à l'État, l'inactivité physique. mais il le Qui sait? et qui c'est qui s'enrichit sur l'inactivité physique? Uber Eats, Amazon, des boîtes qui sont pas françaises et qui, plus on est sédentaire, plus elles gagnent de l'argent. Ah oui. Plus je suis chez moi en train de commander des trucs sur Amazon, de me commander à manger avec, Deliveroo, et ensuite au lieu d'aller marcher, au lieu d'aller prendre un vélo, de commander un taxi sur Uber, bah, plus ces plateformes vont s'enrichir. Donc il y a un vrai capitalisme de la chaise. Ça, c'est un sujet. La société de consommation, elle nous pousse à être sédentaires. Quand je marche, bah, je fais pas gagner d'argent à beaucoup d'acteurs. Peut-être à la marque qui m'a vendu mes chaussures. Donc voilà, c'est vraiment important effectivement qu'on interpelle les politiques publiques et j'espère que, bah, à la sortie de ce livre, il participera et que surtout on écoutera des gens comme François Carré et d'autres qui alertent sur le sujet depuis très longtemps. Non, mais en fait, en effet, il faudrait faire, tu vois, des grosses même, du coup, à notre niveau pro, tu vois, sur des grosses actions, sur LinkedIn avec, tu vois, des acteurs comme Alan, ou quoi, pour faire des grosses campagnes de sensibilisation. Parce que, tu vois, moi, du coup, outre le fait que j'étais très content de te revoir, Alex, Mmh. j'ai là, pendant l'heure et quelques qu'on a passé ensemble, bah, tu vois, et puis, du coup, je lirai le bouquin pour aller, Mmh. plus deep dans le sujet. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, je commençais déjà en fait à être dans tu vois, dans ce mouvement pour aller vers tout ce que Mmh. tu dis, quoi. Mais en fait, ça fait quand même un déclic parce qu'en fait, on le sait, mais on s'en rend pas forcément compte et on se rend pas compte en fait un peu de l'urgence aussi Oui. de la chose. Alors c'est ça qui c'est un très, très bon point. La chaise, c'est un tueur silencieux. C'est ça qui est très, très, très embêtant, c'est qu'on se rend pas compte du problème. C'est confortable des exercices, tu vois? Je me sens bien, hein. Ouais. C'est agréable. Mais je rappelle les stats, hein. Augmentation très, très sérieuse des risques de maladies cardiovasculaires, augmentation de l'obésité, diabète de type 2, troubles musculo-squelettiques et là, quand tu commences à avoir ces problèmes, tu tu regrettes Ouais. de ne pas avoir pris le sujet plus tôt. Il y a aussi la perte de créativité, ce qu'on mentionnait sur l'efficacité professionnelle. Donc, heu, j'ai 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 voulu écrire ce livre avec Victor pour montrer qu'il y a plein de solutions. C'est une question de modification d'environnement et c'est trop dommage d'attendre que ce soit trop tard pour réagir. La meilleure médecine, la meilleure, santé possible, elle est en prévention, prévention. On a aussi un sujet sur la formation des médecins dans les études de médecine. C'est quasiment pas mentionné la sédentarité. Les médecins sont eux-mêmes victimes du problème. Pas tous, mais un médecin généraliste qui est dans son bureau assis toute la journée, il est lui aussi sédentaire. Donc
voilà, il y a une prise de conscience à prendre à tous les niveaux et on peut faire plein d'actions. L'action que tu mentionnais sur LinkedIn est super intéressante. On peut, heu heu, se poser la question de quelle que soit l'activité de notre entreprise, comment est-ce qu'on apporte une petite pierre à l'édifice? Live Mentor est un organisme de formation à la création d'entreprise. On a, à peu près 35 formations, sur notre plateforme. Désormais, il y a un module d'introduction dans toutes ces formations intitulé «Le bien-être de l'entrepreneur», avec notamment une vidéo sur la sédentarité. Donc comme ça, chaque personne qui commence une formation, même si c'est une formation sur comment créer son site internet avec WordPress, elle est sensibilisée au sujet et on lui explique, ce que c'est que la sédentarité et comment en sortir. OK, bah, écoute, on va arriver, du coup, vers la fin, mais c'est vrai que ça peut être un sujet, en fait, qui pourrait être pris, encore une fois, pareil, par des gros acteurs comme ça, avec qui on pourrait faire des choses. Je vais réfléchir, du coup, là, après le podcast, si on peut faire des actions comme ça, tout le monde, il met un peu du sien. Dans tous les cas, Alex, toi, on te suit principalement quoi? Sur LinkedIn, Instagram? Oui, j'ai un Instagram intitulé Lâchestu maintenant Ah depuis oui, c'est plus Doui? non, c'est Lâchestu depuis, OK. depuis plus de 2 ans, depuis que j'ai commencé, et souvent les gens me demandaient: «Mais qu'est-ce que ça veut dire Lâchestu?» Puis maintenant qu'il y a le livre, ça prend un peu plus de sens. OK, mais sinon Alexandre Dana, du coup, et là, je m'entends sur LinkedIn et du coup, l'achètes-tu? Je suppose qu'on peut l'acheter, bah, à la rigueur, quitte à choisir, aller l'acheter sur la Fnac ou Cultura ou alors Oui, dans vos librairies, bientôt. il y a un super site internet qui s'appelle Place des libraires et qui permet de trouver toutes les librairies près de chez soi. Vous pouvez mettre le nom du livre, vous verrez s'il est, disponible, et c'est facile d'aller le récupérer. C'est bien, c'est important, acheter des livres, c'est la life. Merci beaucoup, Alex, de t'être déplacé, jusqu'à moi. J'étais très content de te revoir, très content de pouvoir parler de ce sujet, hein. Je t'avais dit qu'on parlerait pas de business, c'était prévu. J'avais même pas prévu qu'on parle, de ce sujet ou quoi, mais tu vois, c'était hyper cool. On va remercier Podspace qui nous reçoit avec ce super setup, comme d'habitude. Bah, tiens, le sponsor, je sais pas encore qui ce sera. Bah, tiens, on peut même proposer à Alan. Je leur propose même s'ils veulent, ils peuvent sponsoriser cet épisode. Je leur fais gratuit. Et comme ça, on fait une action pour sensibiliser plus sur ce sujet. Ils ont vraiment fait Ouais. une très belle fonctionnalité avec Alan Play. Ah, mais Là, pour le coup, moi, je les aime d'amour, Alan. Donc, c'est très, vraiment, très avec réussi. plaisir pour faire des choses avec eux là-dessus. Moi, je pense que, comme toi, on est un peu dans ce même écosystème. Je pense faire partie de leurs 100 premiers clients. Et même, ce qui est fou, c'est que même avec l'époque, avec Kimono, l'une de notre commande numéro 1 chez Kimono, c'est Alan. Et chose drôle, t'imagines combien de suites on leur avait fait? Je sais. 18. Ah Ils oui, étaient ouais. 18, alors que maintenant, je crois qu'ils sont 2000, un truc comme ça. Pas loin, 2000, si ce n'est plus. Je sais pas. Bon, bref, ils sont beaucoup. Non, mais c'est un exemple de boîte, qui fait évoluer sa mission. Je me rappelle que ce qui était génial avec Alan au début, c'était de pouvoir se faire rembourser ses Et on dépenses y de comprenait santé quelque chose. très Voilà. rapidement. On y comprenait quelque chose aussi et maintenant avoir ce compteur de pas, ils ont des vidéos, de santé, c'est vraiment une proposition qui est beaucoup plus, complète qu'avant. C'est Ouais. intéressant. Ouais, ils ont une vraie mission là-dessus. Et puis, bah, écoutez, si vous êtes sur YouTube, évidemment, petit abonnement, petit like, vous connaissez les bails, Spotify, Apple Podcast, et qu'on sort 5 étoiles, important pour le référencement. Ton podcast également, Métamorphose, que tu co-hostes, que vous pouvez aller suivre. Il faudrait que tu reçoives en fait le ou la prochaine ministre de la Santé, peut-être pour les sensibiliser là-dessus, ou du travail ou de l'éducation, je sais pas, ou les trois. Et malheureusement, on a, du mal à avoir un gouvernement stable. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, quand on se parle, c'est le gouvernement est en train de changer. Le Premier ministre a été nommé hier. On lui souhaite bon courage. Je dirais pas qu'on l'embrasse parce qu'on s'en fiche un peu, mais bon courage quand même à lui et à son futur gouvernement. Et cette fin est beaucoup trop longue comme d'habitude. J'ai du mal à dire au revoir. Donc, je vais dire ciao, ciao à tous, à Merci toutes et à beaucoup. toutes. Bisous, ciao, ciao.